Jean-Pierre Labaguette fut autrefois un roi de la cuisine, parti d'un modeste bistrot français à New York pour bâtir un empire étoilé au Michelin. Recruté par les Républicains pour devenir président des États-Unis, il accéda à la Maison-Blanche, jusqu'à ce qu'un scandale éclate, le poussant à fuir vers la France. De retour à Lyon, il rouvrit le restaurant de son enfance, chez Labaguette, pour découvrir une France transformée. La restauration rapide avait remplacé la haute gastronomie et la tradition n'était plus à la mode. Refusant de se plier à cette nouvelle ère, il lança un menu audacieux, l'âme de la France, ressuscitant des plats classiques, fièrement intemporels, qui provoquèrent autant d'éloges que de critiques. Puis, dans un rebondissement inattendu, le président Donald Trump lui accorda une grâce publique, déclenchant une frénésie médiatique et offrant à Jean-Pierre l'opportunité de retourner en Amérique. Alors que la nouvelle passait à la télévision dans le calme de sa cuisine rustique, Jean-Pierre prit une bouchée lente de sa tarte tatin. Quelques semaines plus tard, Jean-Pierre atterrit à JFK, sous une tempête médiatique, et fut accueilli personnellement par Trump, qui annonça la réouverture de Chez Labaguette à Manhattan, avec Jean-Pierre aux commandes. Chez Labaguette rouvrit ses portes dans l'Upper West Side de New York, mêlant la tradition française à la touche américaine. Après la réouverture de Chez Labaguette, Jean-Pierre sentit que sa famille avait besoin d'une pause, du restaurant, mais aussi de leur passé compliqué. Il proposa des vacances et après quelques débats, safaris, vignobles, plages, ils choisirent finalement une croisière dans les Caraïbes. 2 semaines plus tard, ils arrivèrent à Saint-Martin, où leur élégant voilier, The Privilege, et son charmant skipper, Larry, les attendaient. Jean-Pierre resta poli mais sur la réserve, tandis que Sylvie ressentit une étincelle inattendue. Les jours en mer apportèrent rires, plongées et plages baignées de soleil, adoucissant peu à peu les cœurs. Jean-Pierre en vint à apprécier le calme et l'habileté de Larry, tandis que Sylvie peinait à dissimuler son attirance grandissante. Jean-Pierre Labaguette et sa famille profitent d'une paisible soirée caribéenne à bord de leur luxueux voilier, The Privilege, au large de Saint-Martin, admirant les feux d'artifice qui illuminent le ciel. Leur sérénité est soudain brisée lorsqu'un avion volant à basse altitude tourne autour d'eux et largue des sacs dans la mer. L'un d'eux atterrit directement sur leur pont. À l'intérieur, leur skipper Larry découvre que le sac est rempli de cocaïne. La tension monte lorsqu'un hors-bord approche et qu'un homme nommé Pedro Muscobar, trafiquant de drogue colombien, monte à bord du yacht pour réclamer sa cargaison. Jean-Pierre cache rapidement le sac, mais avant que la situation ne dégénère, les gardes-côtes arrivent, forçant Pedro et son équipage à battre en retraite. Ce qui avait commencé comme des vacances de rêve se transforme en une rencontre à haut risque, laissant la famille Labaguette bouleversée et prise dans l'ombre du trafic de drogue. Après la découverte d'un sac de cocaïne à bord du Privilège, la famille de Jean-Pierre se déchire sous l'emprise de la tentation. Ses enfants rêvent d'ouvrir un bistrot en bord de mer, Larry veut un bateau plus grand et Sylvie réclame sa part avant d'emménager avec Larry, défiant les avertissements de Jean-Pierre sur le danger et la mort. Les vieilles rancunes refont surface, les trahisons éclatent au grand jour et malgré les supplications de Jean-Pierre, les autres choisissent la cupidité. Le lendemain matin, Jean-Pierre s'éloigne avec ses enfants, tandis que Sylvie reste sur le bateau, le visage alourdi par la soif d'argent. Jean-Pierre, serrant le sac contre lui, se rendit au vieux office des douanes délabré. Il avoua transporter de la cocaïne pour le tristement célèbre Pedro Muscobar. L'agent, alarmé, lui ordonna de la rapporter. « Vous venez de faire de nous des cibles, nous aussi. » À l'aéroport de Panama, un douanier faillit fouiller le sac, jusqu'à ce qu'un aboiement de chien détourne son attention. « Allez, partez !»
murmura l'agent. En Colombie, Jean-Pierre n'eut pas la même chance. La drogue fut découverte. De la cocaïne, en Colombie, ricanèrent les agents. Mais le chef des douanes eut une idée. Allez à Medellín, trouvez Muscobar. Ensuite, appelez-moi. À l'extérieur, des agents glissèrent un traceur dans son sac. Jean-Pierre quitta l'aéroport, tentant de faire ce qu'il fallait. Désormais, il ne s'agissait plus que d'une chose, survivre. Dans un hôtel de Bogota, Jean-Pierre contemple la beauté d'Usaquén, hanté par un seul nom, Pedro Muscobar. Il parcourt les marchés, interrogeant des inconnus. Chaque fois que le nom de Muscobar est prononcé, le silence tombe, chargé de peur. Seul, incapable de dormir, Jean-Pierre décide de sortir. Il questionne un chauffeur de taxi à l'évocation du nom Muscobar. La voiture s'arrête. « Descendez », murmure le conducteur, terrorisé. Dans un club de salsa vibrant, Jean-Pierre est abordé par une femme, Sandra. Ils boivent, Sandra flirte. Jean-Pierre finit par se confier « J'ai fait une erreur, une grosse erreur, et quelqu'un en paie le prix. » Sandra écoute en silence. Ils quittent le club et prennent un taxi. Dans une nuit chargée de désirs, de secrets et de comparaisons interdites, Jean-Pierre et Sandra se livrent à la passion. Après une nuit passée ensemble, Sandra demande à Jean-Pierre de l'aider à rejoindre les États-Unis. En échange, elle lui promet de le conduire jusqu'à Pedro Muscobar. À leur arrivée, ils voyagent de l'aéroport jusqu'à Guatapé, puis prennent un hélicoptère pour s'enfoncer plus profondément dans la jungle. En plein vol, Jean-Pierre est bâillonné et conduit, les yeux bandés, jusqu'à la finca cachée de Muscobar. Là, Muscobar le confronte à propos de la drogue disparue. Jean-Pierre prétend qu'une partie a été perdue, mais Muscobar insiste. Il restera ici jusqu'à ce que tout soit retrouvé. Lorsque Sandra révèle que Jean-Pierre est un ancien président et un chef cuisinier, Muscobar le force à cuisiner, transformant la finca en véritable paradis culinaire. Muscobar découvre le traceur GPS dans le sac et se venge en bombardant le bureau des douanes avec un drone. De retour à la finca, il dévoile sa véritable ambition, devenir président de la Colombie, et exige l'aide de Jean-Pierre pour y parvenir. Des mois se sont écoulés depuis que Jean-Pierre est retenu captif dans la finca de Muscobar. Un jour, Muscobar lui propose une idée audacieuse. Il veut devenir président de l'Amérique du Sud. Jean-Pierre accepte, mais à une seule condition. Sa participation ne durera qu'un an et un jour. Pour obtenir le soutien des cartels, Muscobar organise un grand banquet. Jean-Pierre y présente sa création, la narco-cuisine. Les invités de l'élite sont fascinés. Muscobar dévoile alors son plan de campagne. Légaliser et taxer les trafics illégaux, cocaïne, enlèvement et traite humaine, pour financer les infrastructures nationales. Son slogan, rendre l'Antioquia grande à nouveau. Le mouvement populiste de Muscobar balaie le pays. En promettant le changement et la reconstruction, il conquiert le cœur d'un peuple épuisé. Et il gagne. Sylvie pensait que la vie avec Larry serait une aventure romantique. Ils achetèrent un élégant catamaran, The Privilege 2, et commencèrent à organiser des croisières entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Mais Larry changea. Il devint un capitaine paresseux et autoritaire, laissant Sylvie tout faire pendant qu'il buvait et l'ignorait. Lorsque l'ouragan Emmanuel s'approcha, Sylvie le prévint, mais Larry la balaya d'un revers de main. Une vague gigantesque frappa le bateau, rompant son harnais et le projetant sur le pont. Blessé et souffrant, il aboya des ordres tandis que Sylvie prenait le contrôle du catamaran, le guidant à travers le chaos jusqu'à la sécurité. Le navire finit par s'écraser contre le quai, malmené par la tempête. Des marins aidèrent à secourir Larry, qui fut transporté d'urgence à l'hôpital. Sylvie resta seule, trempée et bouleversée, consciente que la tempête n'était pas encore terminée. Ailleurs, l'ouragan Emmanuel ravageait Grand-Case. Les frères et sœurs Patrick et Jacqueline virent leur restaurant s'effondrer sous la force du vent, jurant de le reconstruire à partir des ruines.
Au lendemain de l'ouragan Emmanuel, Saint-Martin n'est plus qu'un champ de ruines. Jacqueline et Patrick pleurent en découvrant les restes de leur restaurant détruit. Jean-Pierre organise l'évacuation. Muscobar envoie un jet privé pour les secourir. Ils sont conduits jusqu'à la somptueuse propriété du baron de la drogue. À l'intérieur, Patrick remarque des photos de Muscobar, aux côtés de figures tristement célèbres. Muscobar les accueille chaleureusement, puis son ton change. Il rappelle à Jean-Pierre sa dette, ta dette, et désormais la leur. Au dîner, Muscobar dévoile son plan. Créer un empire de restaurants servant des hormigas coulonas, de gigantesques fourmis comestibles. Il promet un financement illimité, mais prévient, le refus n'est pas une option. Les deux frères et sœurs acceptent à contre-cœur, conscients qu'ils sont désormais pris au piège. Alors que le soleil se couchait sur la finca, Jean-Pierre nettoyait la cuisine lorsqu'il aperçut une silhouette familière. Sylvie, épuisée et échevelée, s'approchant de la maison. Sous le choc, il se précipita vers elle. Elle lui confia avoir tout perdu, le bateau, l'argent, et n'avoir nulle part où aller. Jean-Pierre la réconforta et la présenta à Sandra, lui disant qu'il avait changé et qu'il aimait désormais Sandra. Le lendemain matin, Sylvie s'approcha de Muscobar sur la terrasse. Élégante et pleine d'assurance, elle le séduisit avec une grâce subtile. Intrigué, Muscobar commença à la voir comme plus qu'une simple invitée. Ils partagèrent des verres et échangèrent des idées sur le pouvoir, l'héritage et la reconstruction. Pendant ce temps, ses opposants lançaient une attaque contre la finca à l'aide de mercenaires. Avec l'aide de Jean-Pierre, Sylvie et Sandra s'enfuirent dans la jungle. Mais des officiers les retrouvèrent et les menottèrent toutes les deux. Jean-Pierre et Muscobar sont emprisonnés ensemble. Pour Muscobar, ce n'est que l'acte 2 de leur saga. Le directeur de la prison propose un marché à Jean-Pierre, améliorer la cuisine de l'établissement. Jean-Pierre transforme les repas, impressionnant à la fois les gardiens et les détenus. Peu à peu, il comprend qu'il est en train de reprendre le contrôle et de s'enfoncer encore plus profondément dans le jeu. Jean-Pierre et Muscobar apprennent qu'ils vont être transférés dans une prison plus sévère. N'ayant pas de temps à perdre, ils préparent un plan d'évasion. Jean-Pierre prépare des biscuits mélangés à de la scopolamine pour endormir les gardiens. Pendant ce temps, Muscobar obtient des déguisements, des perruques et des robes. Cette nuit-là, les gardiens mangent les biscuits sans se douter de rien et s'effondrent. Déguisés en femmes, Jean-Pierre et Muscobar passent discrètement la sécurité et s'échappent. Dehors, un contact les récupère. Ils fuient vers le restaurant familial de Jean-Pierre, à Bogota, où ses enfants l'accueillent avec émotion. Dans une planque délabrée de Bogota, Jean-Pierre, Muscobar, Jacqueline et Patrick débattent de leur prochaine étape. Les autorités se rapprochent et rester en Colombie n'est plus une option. Jacqueline propose la Russie, puis le Venezuela et enfin la Thaïlande. Jean-Pierre commence à apprécier l'idée de travailler discrètement dans un restaurant là-bas. Mais s'échapper ne sera pas facile. Les aéroports sont trop risqués. Muscobar suggère de quitter le pays en utilisant de fausses identités et des contacts capables de contourner les frontières. C'est dangereux, mais c'est leur meilleure chance. La planque de Bogota était un refuge sombre et vacillant, dissimulant à peine la désespérance des fugitifs qui s'y cachaient. Mais des changements physiques étaient nécessaires. Muscobar organise des opérations de chirurgie esthétique auprès d'un chirurgien discret et réputé, le docteur Cardoza. Ils tournèrent alors leur regard vers le Brésil, attirés par ses lois d'extradition indulgentes et son chaos vibrant. Pour se fondre dans la foule, ils devaient devenir brésiliens, apprendre la langue, cuisiner les plats locaux et danser la samba. Pour éviter l'extradition, Muscobar proposa l'Argentine comme prochaine cachette, évoquant sa politique chaotique et son instabilité économique.
Ils s'inscrivirent à des cours d'espagnol afin d'adopter l'accent local. L'équipe commença des cours de tango, adoptant cette danse comme clé culturelle pour se fondre dans la société argentine, sous la stricte supervision de Valeria. Dans une clinique de chirurgie esthétique exclusive, Jean-Pierre est poussé par Muscobar à choisir un nouveau visage et il en sélectionne un à contre-cœur. Juste avant le début de l'opération, Jean-Pierre se retourne contre le chirurgien, lui injectant le sédatif destiné à lui-même. Il maîtrise rapidement l'infirmière, la ligote, et se déguise avec la blouse du chirurgien. S'éclipsant sans être vu, Jean-Pierre est là un taxi pour se rendre au consulat américain. Grâce à sa ruse et à une histoire élaborée, il obtient l'asile et le consul américain accepte de l'héberger temporairement. Pendant sa clandestinité, Jean-Pierre cuisine pour le personnel de l'ambassade. Son talent culinaire devient son refuge et séduit l'équipe. Un après-midi, l'ambassadeur informe Jean-Pierre d'une mission dangereuse, une sortie du pays à bord d'un sous-marin. Jean-Pierre décline, fatigué de son passé et peu intéressé par une nouvelle mission risquée. Le temps passe et la poursuite du gouvernement colombien semble s'atténuer. Les manifestations devant l'ambassade diminuent. À l'ambassade, Jean-Pierre aperçoit une femme à travers une vitre teintée, Sandra. Elle est traquée par Muscobar et n'a aucune chance de s'échapper légalement. L'ambassadeur propose un nouvel accord, protéger Sandra durant la mission, et elle obtiendra sécurité et résidence en retour. Jean-Pierre accepte. Peu après, lui et Sandra embarquent à bord d'un sous-marin, commandé par des Navy Seals latino-américains déguisés en trafiquants de drogue. Après plusieurs jours sous l'eau, ils font surface près des rivages ombragés de Tortuga, prêts à commencer la mission. Muscobar et Sylvie s'échappent de Bogota pour s'enfoncer dans la jungle dense et dangereuse. Le terrain est traître, vignes épaisses, boue et insectes incessants ralentissent leur progression. Esteban, leur guide silencieux et compétent, les mène avec maîtrise à travers la jungle. Ils croisent un fer de lance mortel, rapidement tué par Esteban. Le groupe arrive à une rivière puissante et rapide qui bloque leur chemin. Esteban prépare une corde pour traverser en toute sécurité et donne des instructions strictes. Sylvie manque de se noyer pendant la traversée, mais Muscobar la sauve. La nuit apporte un nouveau danger, l'obscurité, les prédateurs et la tension psychologique. Esteban allume un petit feu et organise des tours de veille pour rester vigilant. Des sons étranges résonnent à travers la forêt, inconnus et potentiellement menaçants. Au troisième jour, ils sont épuisés physiquement et mentalement. Esteban les guide en silence, les poussant toujours plus profondément dans la jungle. Panama City déborde d'énergie et de corruption, un refuge pour les fortunes offshore et les entreprises criminelles. Muscobar et Sylvie avancent dans les rues en direction d'une réunion secrète. Ils arrivent chez Gomez et Associés, un cabinet réputé pour ses transactions offshore douteuses. La suspicion plane, mais ils continuent, conscients que c'est leur seule chance de disparaître. À l'intérieur, Eduardo Gomez les accueille, confiant, bien habillé, parfaitement connecté. Muscobar propose un paiement en liquide, en échange de nouvelles identités, de comptes bancaires et d'une disparition totale. Alors que les derniers documents sont signés, des agents fédéraux font irruption dans le bureau. Gomez est arrêté pour blanchiment d'argent et conspiration. Mais Muscobar et Sylvie parviennent à s'échapper. Au quai embrumé, ils se cachent derrière des conteneurs. Soudain, un sous-marin usé émerge des eaux. Juan, un ancien associé de Muscobar, les attend à bord du Sancho Panza. Alors que les autorités se rapprochent, ils montent précipitamment à bord pour fuir. Juan referme l'écoutille et prépare une plongée silencieuse. Les patrouilles de la garde côtière scrutent la mer. Un soubresaut violent signale des charges sous-marines. Le sous-marin plonge plus profondément pour les éviter. Les signaux sonars révèlent qu'ils sont traqués. Juan lance une torpille-leurre, un faisceau lumineux pour détourner les poursuivants. La garde côtière mord à l'hameçon, permettant au sous-marin de disparaître temporairement des radars.
Quelques heures plus tard, le submersible émerge près d'une chaîne d'îles caribéennes. Juan et Muscobar cherchent un endroit sûr pour accoster. Muscobar propose plusieurs options, évoquant des faveurs de puissants alliés politiques. Un sous-marin s'approche silencieusement des côtes haïtiennes, sous le couvert de la nuit. Il déploie un radeau gonflable et rame sans un bruit jusqu'à la rive. À leur arrivée, ils cachent le radeau et se préparent à traverser la jungle. Munis d'une carte rudimentaire et d'une lampe de poche, ils entament leur progression prudente à l'intérieur des terres, juste avant l'aube. À mesure qu'ils approchent d'un village, d'étranges sifflements résonnent autour d'eux, des signaux. Ils sont encerclés par des hommes armés, menés par un chef de guerre balafré, connu comme le nouveau président d'Haïti, parfois appelé Oncle Doc. Ils sont chargés dans un camion et emmenés sous haute surveillance. Désormais prisonniers dans un entrepôt délabré, Sylvie et Muscobar sont retenus et surveillés. S'évader semble impossible, leur destin reste incertain. Pendant ce temps, Jean-Pierre et Sandra arrivent en Haïti avec des agents de la DEA à bord d'un sous-marin. Ils rencontrent Fête Nationale pour un marché de drogue, lui offrent des biscuits imbibés de scopolamine et le capturent pour le ramener aux États-Unis. Trump les accueille en héros pour avoir ramené Fête Nationale devant la justice. De retour à New York, Jean-Pierre se plonge dans son restaurant. Puis, un soir glacé, Sylvie réapparaît soudainement. Elle semble épuisée, pleine de regrets pour les erreurs commises. Jean-Pierre écoute, mais son cœur est ailleurs. Il choisit Sandra. Jean-Pierre referme la porte sur son passé et embrasse pleinement la vie qu'il a reconstruite avec sa fiancée latine, Sandra.